Très bien, bonsoir tout le monde. Alors, c'est le séminaire de l'école du réel. Ok, Oui, bonsoir. voilà. C'est le séminaire de l'école du réel. Nous sommes le 4 décembre. C'est la leçon, enfin la deuxième séance. Deuxième séance. Alors, il va nous falloir ce soir arpenter quelques couples amoureux célèbres. Il y en aura d'autres encore en En janvier. janvier. Il y a un écho là. Un écho. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Tristan et Iseult. Roméo et Juliette. Héloïse et Abélard. Lancelot et Guenièvre. Didon et Énée, Phèdre et Hippolyte. Si ces couples traversent l'histoire et la culture, en tous les cas occidentale, ce ne doit pas être pour rien. Mais d'abord, un couple homosexuel, le couple grec célèbre Achille et Patrocle, lors de la guerre de Troie. C'est l'énigme d'un lien ou la vérité subjective du héros. Le couple Achille-Patrocle constitue l'un des nœuds les plus puissants de l'Iliade de Homère. Sa singularité tient à ce qu'il articule trois dimensions. La fonction imaginaire, c'est-à-dire le semblable, le double. Deuxièmement, la fonction symbolique, le nom, la place, la dette. Troisièmement, la poussée réelle, la mort et l'irréparable. C'est à l'intersection de ces trois registres que leur relation prend une valeur quasi psychanalytique. Elle offre un modèle du rapport à l'autre comme lieu de vérité du sujet. Premièrement, Patrocle, le double qui soutient le héros. Achille est présenté par Homère comme l'incarnation de la force pure, mais aussi de l'excès, colère, retrait, intransigeance. Il est le sujet entier, trop entier pour tenir dans le monde des humains. Il ne fonctionne que dans la polarité absolue. Tout ou rien, action flamboyante ou retrait radical, gloire ou effacement. Patrocle, en revanche, occupe une position médiane. Il parle, négocie, adoucit, apaise. Il est celui qui peut aller vers les autres, là où Achille, pris dans sa propre image héroïque, ne le peut pas. D'un point de vue lacanien, on pourrait dire que Patrocle incarne pour Achille la fonction imaginaire stabilisatrice. Il est le semblable qui rend la vie vivable, celui par qui Achille peut se supporter lui-même. Patrocle n'est donc pas un compagnon extérieur, mais l'autre sur lequel Achille se projette, le miroir où son être devient lisible. Deuxièmement, le transfert comme substitution. Patrocle porte les armes d'Achille. C'est la guerre de Troie. Achille ne veut plus combattre les Troyens. Lorsque Patrocle implore Achille de retourner combattre, Achille refuse, mais lui prête son armure. C'est un geste étrange. Achille autorise l'autre à prendre sa place dans le monde. Du point de vue psychique, cela équivaut à un transfert radical de la représentation du sujet. Bref, je m'excuse. OK. Oh là. Je peux continuer, je peux continuer. Non. Pourquoi non? Achille délègue à Patrocle la charge d'être lui-même. Patrocle devient alors littéralement son représentant.
Ce n'est plus Patrocle qui s'avance, mais Achille sous la forme de Patrocle, un autre qui sert de support au fantasme héroïque. Cette substitution est centrale. Patrocle porte l'image spéculaire d'Achille. Il est littéralement l'homme à la place d'Achille. Ce point explique la violence de la réaction d'Achille à sa mort, lorsque Patrocle est tué. Ce n'est pas un ami que l'on a tué, c'est la part transférentielle de lui-même, celle qui tenait ensemble son équilibre imaginaire. Troisièmement, la mort de Patrocle. C'est l'effondrement du lien imaginaire et le retour du réel. La mort de Patrocle ouvre une béance. Pour Achille, c'est une scène de forclusion subjective. L'événement ne peut être symbolisé. Il refuse nourriture, boisson, repos, tout ce qui maintient le sujet dans la vie. Le corps d'Achille se défait comme s'il était devenu indifférent à lui-même. Ce qui est touché n'est pas seulement son attachement affectif, mais le point de nouage qui reliait le héros à la vie. Le réel s'engouffre. La mort de Patrocle est un trou, non un événement. Et tout se passe comme si Achille disait « Patrocle était mon lien au monde, sans lui, il ne reste que la mort pour me situer. » D'où la logique de vengeance qui, chez Homère, n'est pas une simple revanche guerrière, mais une tentative désespérée de remettre de l'ordre symbolique là où un vide s'est ouvert. Quatrièmement, l'amour énigmatique, au-delà du masculin et du sexué. Les anciens déjà restaient ambigus sur la nature de leur lien entre Patrocle et Achille. Amitié héroïque, amants, relations pédagogiques, ils sont bien qu'ils furent de vrais amants à la grecque de l'époque. Mais toute tentative de trancher manque la structure profonde du mythe. Du point de vue de la psychanalyse, l'essentiel est ailleurs. Patrocle n'est pas un objet d'amour, ni un partenaire, ni un frère, mais le lieu où Achille déposait ce qu'il ne savait pas tenir seul. Lacan dirait un autre, grand A, où se loge le sujet du désir. Patrocle n'est pas l'être aimé, mais le support de l'être. Il tient la place de ce qui, en Achille, reste vulnérable, le point d'humain dans l'indestructible surhomme. C'est parce qu'il représente cette part que sa perte déchaîne une fureur plus grande que tout ce qu'on voit dans le poème. Cinquièmement, la vengeance. C'est une tentative de reconstruire un monde symbolique. La vengeance d'Achille ne se comprend qu'à partir de cette structure. En tuant Hector, qui a tué Patrocle, il tente de rétablir l'ordre, non pas moral, mais ontologique, rétablir la continuité brisée du sens. Mais sa vengeance est sans mesure, sans limite. Il ne s'arrête pas. Il traîne le corps d'Hector, il le profane, il sort du cadre humain. C'est le signe que la fonction symbolique ne revient pas. La violence ne répare rien. Elle n'est qu'une tentative de soutenir son être alors que son support, Patrocle, est tombé. Achille n'agit pas contre Hector, qui a tué Patrocle. Il agit pour Patrocle, c'est-à-dire pour la part de lui-même qui a disparu avec celui-ci. Sixièmement, la scène finale. C'est celle où Achille réapprend la relation. L'étrange avec Priam, c'est-à-dire le père d'Hector, l'étrange avec Priam, venu supplier pour le corps d'Hector, représente le moment où Achille retrouve une position subjective. Priam parle, Achille écoute.
Patrocle n'est plus là pour faire médiation. C'est Achille lui-même qui doit supporter la relation. Et c'est seulement alors qu'il peut enfin céder le corps d'Hector, c'est-à-dire renoncer à son délire de toute puissance. Le transfert avec Patrocle se défait, mais laisse la place à un Achille pacifié, à un Achille possible. Conclusion, Patrocle, c'est la vérité d'Achille. Le lien Achille-Patrocle révèle une structure fondamentale. Laquelle? L'autre n'est pas seulement l'objet d'un attachement, mais le lieu où se loge ce qui, en nous, n'est pas supportable. Patrocle soutient Achille, l'humanise, l'apaise. Sa mort ouvre un trou que seule une rage presque inhumaine peut tenter de combler. Et tout le chant 24 de l'Iliade montre comment Achille doit, pour la première fois, supporter la relation sans son autre. Ce couple devient alors un paradigme, une sorte de modèle. On ne perd jamais l'autre, on perd la part de soi que l'autre tenait. Deuxième couple célèbre dans l'histoire occidentale, Tristan et Iseut. Tristan et Iseut est une légende médiévale d'origine celte, transmise par les poètes français du XIIe siècle comme Béroul et Thomas d'Angleterre, et remaniée de multiples fois ensuite et jusqu'à l'époque moderne. C'est l'un des grands récits fondateurs de la littérature occidentale autour de l'amour passionnel, un amour à la fois sublime, interdit et tragique. Tristan est un chevalier fidèle. Il est envoyé par son oncle, le roi Marc de Cornouailles, chercher Iseut la blonde pour qu'elle devienne son épouse. Sur le chemin du retour, Tristan et Iseut boivent par erreur un philtre d'amour destiné à unir Iseut et le roi Marc. Dès lors, ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais Iseut doit épouser Marc, auquel elle est destinée. Commence alors une relation clandestine, faite de ruses, de rencontres secrètes, de douleurs, de séparation et de retrouvailles, de bonheur et de malheur, jusqu'à leur mort tragique, c'est-à-dire le cruel mensonge de sa jalouse femme qui s'appelle Iseut aux blanches mains, qui est la fille du seigneur de Carex, qu'il a épousée, que Tristan a épousée, car elle portait le même prénom que son aimé, Iseut. Celle-ci lui fait part des soi-disant voiles noires, si vous vous souvenez, aperçues à l'horizon, alors qu'elles sont en fait blanches, et annonce bien l'arrivée d'Iseut la blonde, à qui il a demandé de venir pour le soigner. Donc elle ment. Sa femme, Iseut, aux blanches mains, ment, de jalousie. Tristan, en effet, a été blessé au combat d'une flèche empoisonnée, poignardé d'une lance maudite par la fée Morgane dans le dos par le roi Marc, qui lui a tendu une embuscade pour se venger de leurs amours. Et que seule Iseut, la blonde, peut guérir, mais il va se laisser mourir. Puis Iseut, brisé de chagrin en le voyant mort, meurt aussi, allongé sur le corps de son Tristan. À la fin, leurs tombes sont réunies et une ronce pousse de l'une à l'autre, symbole de leur amour indestructible, donc éternel. Thème majeur mis en scène. L'amour passionnel, irrépressible, qui échappe à la volonté des amants comme à la morale sociale. Le triangle amoureux, Tristan, Iseut, Marc, chacun est digne d'amour et de respect, ce qui rend la situation encore plus douloureuse. Le destin, l'amour vient d'un filtre, c'est-à-dire d'un sort. Il est subi plus que choisi, et donc tragique. La transgression, c'est l'adultère, le mensonge, la dissimulation, parce que l'amour est hors la loi.
et pourtant présenté comme vrai, pur et absolu, définitif. Psychanalytiquement parlant, le filtre peut être lu comme une métaphore du transfert. Quelque chose s'impose à l'un et à l'autre, les dépasse, les lie au-delà du vouloir et du savoir. L'amour devient alors fatal, comme une passion inconsciente. On peut aussi voir un mythe de l'amour impossible, donc au réel selon Lacan, où l'objet du désir est toujours lié à l'interdit, à la perte, à la mort, ce que Lacan relie à l'objet petit a, cause du désir. Selon une reformulation plus analytique de la légende de Tristan et Iseut, en insistant sur les ressorts inconscients du mythe, cela donne quoi? Cela donne un Tristan et une Iseut où l'amour comme effet d'un signifiant qui divise le sujet. Le récit est structuré par un événement inaugural, la prise d'un filtre d'amour. Cet acte inaugural, contingent, produit un effet de vérité pour les deux amants. Ils s'aiment d'un amour qui les dépasse, qu'ils n'ont ni voulu ni choisi. C'est là un équivalent du transfert. Quelque chose du sujet s'enclenche au-delà de lui-même, dans l'autre, grand A. L'amour ne résulte pas d'une affinité psychologique ou d'un libre choix, mais d'un marquage symbolique. Ils ont bu, donc ils aiment. Le filtre les aliène à une vérité qu'ils ignorent, leur propre division. Le roi Marc, figure de la loi et de l'ordre symbolique, est bafoué, non par volonté de trahison, mais parce que l'amour est par essence transgressif. L'amour vrai ne respecte pas l'ordre établi, il le fait vaciller. Le récit tourne autour d'un objet interdit, objet du désir qu'il est impossible de posséder sans perdre tout. Ainsi, l'amour est constamment pris dans une dialectique du manque, fuite, retrouvailles, cachette, exil, jamais pleinement là, toujours au bord du désastre. Le couple ne peut être réuni que dans la mort, là où la séparation symbolique, c'est-à-dire le non-rapport sexuel, cesse, où l'un et l'autre s'unissent dans un impossible enfin accompli. C'est le fantasme ultime, l'amour qui défie la castration. Passons à un troisième couple célèbre d'amour, passion. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette est une tragédie de William Shakespeare écrite vers 1595, donc à la fin du XVIe siècle. C'est en fait l'une des plus célèbres histoires d'amour de la littérature occidentale. En voici un résumé, mais sur un versant un peu plus analytique, c'est-à-dire en lien possible avec des thèmes de la psychanalyse. Donc voici ce résumé. Deux adolescents, Roméo Montaigu et Juliette Capulet, issus de familles rivales, tombent follement amoureux l'un de l'autre. Leur passion naît dans un contexte de haine ancestrale et de violence clanique, où l'amour devient une transgression radicale. Leur union secrète, bénie par le frère Laurent, dans l'espoir de réconcilier les familles, conduit à une série de quiproquos, d'actes impulsifs et de décisions désespérées. La mort de Mercutio, l'ami flamboyant et mordant de Roméo, qui est tué par Tybalt. Alors qu'il tente d'éviter un duel, il était jusque-là le tiers qui faisait tenir l'ensemble. D'une part, l'exil de Roméo, le mariage arrangé et forcé de Juliette prévu avec Paris et le stratagème du faux suicide de Juliette conduisent inéluctablement à la fin tragique. Chacun se donne la mort, fausse mort de Juliette qui entraîne la vraie mort de Roméo, puis enfin la vraie mort de Juliette, l'un croyant l'autre perdu. L'amour comme acte de séparation. Roméo et Juliette rompent avec leur lignée symbolique. Leur amour absolu tente de fonder une subjectivité hors des lois, hors du nom du père.
la pulsion de mort de Freud. Leur passion est liée dès le départ à un désir de mourir ensemble plutôt que de vivre séparés. L'amour est indissociable de la faim. L'adolescence, comme thème aussi, à travers l'intensité de leur amour, c'est la question du passage à l'âge adulte qui se joue et échoue. Le réel de la sexualité et de la mort surgit brutalement. Le destin tragique. L'autre social, qui est représenté par la famille, la cité, les règles, l'autre social rend l'amour impossible. Le symptôme amoureux vient ici buter contre la loi. On pourrait proposer une lecture peut-être un peu plus lacanienne de Roméo et Juliette en format le plus court possible. Roméo et Juliette comme tragédie du désir. Chez Shakespeare, l'amour surgit comme excès. Roméo et Juliette ne tombent pas amoureux, ils tombent dans l'amour, comme on tombe dans un trou. Ce n'est pas l'autre qui les sépare, grand A. Ce n'est pas l'autre qui les sépare, c'est parce qu'il y a l'autre, les familles, le nom, la loi, que le désir peut advenir. L'interdit fonde le désir. Mais cet amour absolu vise au-delà du partenaire. Il touche au manque que l'autre ne peut combler. Juliette pour Roméo n'est pas une femme, mais la femme, l'objet perdu, voilé. Ils veulent se fondre dans une unité impossible, où l'amour devient réel, non pas lien, mais passage à l'acte, mortelle jouissance. Leur union se réalise dans la mort. Le désir est tragique. Autre couple, autre époque aussi, Héloïse et Abélard. Héloïse d'Argenteuil et Pierre Abélard. C'est une passion au-delà du corps. Ça se passe au XIIe siècle à Paris. C'est une passion scandaleuse. Premièrement, une passion scandaleuse hors norme, hors loi. Héloïse est jeune, brillante, libre. Elle a 16 ans. Abélard est un maître en dialectique, philosophe respecté. Il enseigne les mathématiques à la cathédrale de Paris. Leur rencontre est d'abord un lien de savoir. Mais très vite, c'est un embrasement. La jouissance l'emporte et avec elle la transgression. L'amour n'est pas ici socialement toléré, il dérange, il s'affiche et il sera puni. Deuxièmement, l'acte de castration, réel et symbolique. Il sera puni cruellement. Abélard. La castration réelle d'Abélard par l'oncle d'Héloïse n'est pas seulement un châtiment, elle marque une rupture irréversible avec la fonction phallique. Désormais, le corps ne jouit plus, et pourtant l'amour subsiste. Il se déplace, il se transforme. Dans la logique lacanienne, Abélard passe de la jouissance phallique à une forme de sublimation. Il devient moine. Il se donne au savoir, donc ainsi à Dieu. Mais ce passage n'efface pas le manque, il le redouble. Troisièmement, Héloïse, la position féminine du désir. Héloïse, dans ses lettres, affirme qu'elle ne veut ni mariage, ni statut. Ce qu'elle refuse, c'est l'inscription symbolique que le nom du père impose. Elle ne veut pas être l'épouse d'Abélard, mais le lieu de son désir, sans loi, sans garantie. Elle incarne au sens lacanien la position féminine, celle qui n'est pas toute dans la fonction phallique, celle qui jouit d'un au-delà, d'un manque radical. Quatrièmement, pas de rapport sexuel, mais des lettres. L'amour entre Héloïse et Abélard, privé du corps, privé de l'acte, se maintient dans l'adresse. Les lettres sont leur lien. Non la réalisation de l'amour, mais son inscription dans le langage. Ce qui subsiste n'est pas la présence, mais le manque. Lacan le dit ainsi, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire pas d'harmonie, pas de complémentarité naturelle entre les sexes. Ce qui fait lien ici, c'est l'écriture du désir, toujours en creux,
toujours inassouvi. Cinquièmement, une passion comme symptôme. Leur amour ne s'éteint pas, il se transforme, il devient mémoire, trace, travail de la lettre. Ce que chacun est pour l'autre ne se résout pas, ne s'apaise pas. C'est un symptôme, un point de réel qui insiste. Conclusion, dans cette perspective lacanienne, Héloïse et Abélard incarnent un amour où le corps, la loi et la jouissance et le langage s'entrelacent jusqu'à l'impossible. C'est un amour hors sens, hors sexualité, mais non hors désir. Le désir est toujours là. Un amour qui témoigne de ce qui manque à jamais. Il ne connaît pas de happy end. Bon, puis maintenant, d'autres couples célèbres, Lancelot du Lac et Guenièvre, Didon et Énée, Phèdre et Hippolyte pour ce soir. Lancelot, je ne sais pas quelle heure il est, Lancelot du Lac et Guenièvre, c'est le cas de l'amour comme faille dans la loi. Premièrement, l'amour interdit du chevalier et de la reine. Lancelot est un personnage du cycle des romans de la Table ronde. C'est d'autres auteurs, mais surtout Chrétien de Troyes, entre autres. Lancelot est le plus pur des chevaliers, figure emblématique de l'amour courtois à la cour de Champagne. Il aime Guenièvre, l'épouse du roi Arthur. Cet amour est une trahison, mais aussi un absolu. Cet amour défie l'ordre du royaume, la loi féodale, et jusqu'au pacte symbolique de la table ronde. La table ronde, c'est cet ensemble de chevaliers qui ne payent pas, qui ne fait pas allégeance au roi, mais qui font allégeance entre eux. Ils font allégeance au signifiant, au symbolique, et non pas verticalement au roi. Ça, je vous rappelle, vous irez voir la table ronde, c'est fascinant. Deuxièmement, le désir comme trou dans le réel, dans l'idéal, trou dans l'idéal, pardon. Le désir comme trou dans l'idéal. Lancelot incarne le chevalier du nom du père, loyal et pur. Mais le désir pour Guenièvre, ce qui le rend impur, fissure cette fonction. Il ne peut plus accomplir la quête du Graal, de la chevalier à la table ronde. Lacan dirait sans doute le sujet est divisé entre l'idéal du moi et le réel du désir. Lancelot est pris dans cette division. Troisièmement, Guenièvre. Guenièvre, pas toute dans le symbolique. Guenièvre ne se laisse pas réduire à son statut de reine. Elle s'offre au désir, au secret, au hors-la-loi. Elle se place là où Lacan situe la jouissance féminine, hors norme, hors code, hors mesure. Quatrièmement, le désir chevaleresque comme suppléance au rapport sexuel. Chez Chrétien de Troyes, le chevalier agit non pas pour jouir, mais pour mériter un signe de l'aimer, un regard, une faveur. Le désir est mis en scène comme manque, comme attente, comme détour. C'est une économie où le réel de la jouissance est toujours évité, contourné. Cinquièmement, l'amour comme cause de la chute. Leur passion fait éclater le royaume. C'est l'amour qui détruit l'ordre. Lacan le résume ainsi, l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et il répète toujours ça. La passion de Lancelot n'unifie pas, elle divise. Elle expose la vérité du désir, toujours excentré, toujours en trop. Une lecture maintenant tout petit peu plus lacanienne. Premièrement, le chevalier comme sujet barré. Lancelot est d'emblée un sujet pris dans une béance, trouvé par la dame du lac, c'est pour ça qu'il s'appelle Lancelot du lac, trouvé par la dame du lac, séparé de toute filiation, il arrive dans le monde comme un sujet sans nom du père. Comme origine lacunaire, le lac, comme origine lacunaire, cette origine lacunaire prépare une relation où le désir ne pourra jamais s'arrimer à une place symbolique stable.
Lancelot n'est pas de quelque part, il est désir pur, déplacement, errance. Deuxièmement, Guenièvre, l'objet cause du désir. La reine n'est pas un simple objet amoureux. Dans la logique du mythe, elle est l'objet A, petit a, ce qui fait lever le désir de Lancelot, mais se dérobe structurellement. La relation transgresse la loi du roi, mais radicalement encore, elle transgresse la fonction même de la loi symbolique. Lancelot aime Guenièvre comme on aime un manque. Troisièmement, le trait d'amour, c'est la reine ou la mort. Lancelot supporte tout, humiliation, piège, blessure, traversée impossible. Ce n'est pas un amour courtois, c'est l'amour comme suppléance à un trou symbolique. Lacan dirait il se fait cause du désir de l'autre, tentant d'être aimable d'une haine qui ne peut jamais pleinement aimer sans faire écrouler tout l'ordre arthurien du roi Arthur. La passion est un montage où chaque épreuve se lit comme un rite d'accès à l'objet qui manque. Quatrièmement, le triangle, le fameux triangle. Arthur, le tiers fort clos. Arthur incarne le tiers, le lieu de la loi, le roi Arthur. Mais il est paradoxalement, structurellement inopérant. Trop roi, trop juste, trop pur. Sa fonction de père symbolique ne tient pas, ce qui laisse la place libre au débordement du désir. Ainsi, Lancelot-Guenièvre, le couple Lancelot-Guenièvre se déploie dans un monde où la loi ne fait plus limite. Le transfert amoureux devient alors illimité, sans clôture. Cinquièmement, la scène de la chambre, moment structural. Lorsque Lancelot brise les barreaux et saigne pour rejoindre Guenièvre, le texte médiéval en fait le point culminant. Lacan y verrait la vérité de l'amour comme blessure. Ce n'est pas la preuve d'amour qui est centrale, mais la marque. Lancelot s'inscrit dans la chair comme sujet du manque, le sang sur les draps et la trace du réel. Sixièmement, la fin, la faute qui ne s'arrête pas. La chute de la table ronde n'est pas la conséquence morale de l'adultère. Elle indique que l'amour absolu est structurellement incompatible avec l'ordre symbolique. Lancelot et Guenièvre finissent séparés, chacun replié dans une forme de pénitence, non pas remords, mais parce que le signifiant amour n'a pas de place stable dans le système arthurien. Le mythe illustre ainsi la phrase de Lacan, aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas, et parfois défaire un monde entier. Autre couple, Didon et Énée, l'origine est de Virgile, dans l'Énéide, 1er siècle avant Jésus-Christ, puis après dans Ovide, dans les Héroïdes, puis, vous savez, par Purcell aussi, l'opéra Dido and Aeneas, Didon et Énée. Didon et Énée, le ravage de l'amour sacrifié. Premièrement, l'amour naît dans la faille de l'histoire. Didon, veuve, reine de Carthage, reçoit Énée, héros fuyant Troie. Le destin d'Énée est ailleurs, fonder Rome. Mais dans l'entre-deux, le désir surgit, sans loi, sans avenir, hors du temps. Deuxièmement, Didon, figure du ravage. Didon s'abandonne. Elle ne veut pas aimer, elle veut être aimée, toute. Être aimée, toute. Elle attend d'Énée un engagement symbolique, un lien durable, mais il ne vient pas. Didon incarne ce que Lacan nomme le ravage. Quand l'amour féminin se retourne en haine, en perte du sens, en anéantissement, ce n'est pas le manque qui la détruit, c'est le non-savoir du désir de l'autre. Aîné du côté de la cause. Aîné aime, peut-être, mais il part. Il obéit à une autre loi, celle des lieux, celle des dieux, du destin, du Père. Il quitte Didon, non par choix,
et parce qu'il est sujet de l'autre, grand A, du discours du maître, pour fonder Rome. Quatrièmement, le réel de la séparation. Didon se donne la mort. Ce n'est pas seulement un suicide, c'est une adresse, une attaque, un cri lancé au-delà. Elle meurt parce qu'il n'y a pas de garantie dans l'amour, que la promesse n'existe pas. Son cri, c'est « il m'a abandonné », c'est-à-dire l'envers du fantasme d'amour. L'envers. Cinquièmement, l'amour n'est pas réciprocité, mais symptôme. Pour Lacan, l'amour n'est pas fusion ni équilibre, il est ce qui tente de nouer le sujet au manque, au travers d'un autre. Didon n'aime pas aimer, elle aime ce qu'elle veut qu'il soit pour elle. Et quand il se dérobe, le réel surgit, insupportable. Enfin, Phèdre et Hippolyte. Le désir incestueux et la haine de soi. Alors Phèdre et Hippolyte, Phèdre, c'est d'abord Euripide, comme vous le savez sans doute, puis c'est Jean Racine en 1677, qu'il appelle son texte d'ailleurs Phèdre et Hippolyte, puis ensuite il l'appellera tout simplement Phèdre, sa pièce, Jean Racine. 1. Phèdre aime son beau-fils. Phèdre, épouse de Thésée, tombe amoureuse de son beau-fils, Hippolyte, fils de Thésée et d'une Amazone. C'est un désir interdit, mais irrépressible. Il ne peut se dire sans se détruire. Il tente de résister, elle tente de résister, Phèdre, puis avoue et accuse. Deuxièmement, le désir comme trou dans le symbolique. Ce désir est hors loi, littéralement incestueux. Il fait effraction dans la chaîne signifiante. Phèdre ne choisit pas d'aimer Hippolyte. Elle est parlée par son désir, au point d'en être écrasée. Elle incarne la vérité du sujet divisé. Je suis ce que je ne veux pas, dit-elle. Je suis ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas être. Mais elle est quand même. Le transfert, c'est l'amour adressé au lieu où le sujet suppose un savoir sur son désir. Phèdre, c'est une tragédie du transfert. Troisièmement, Hippolyte comme objet inaccessible. Hippolyte, lui, refuse le féminin. Il fuit les femmes. Il fuit les corps aussi. Il fuit le sexe. Hippolyte ne sait rien et ne veut rien savoir. Le transfert tombe dans le vide. Il ne veut que la pureté, Hippolyte. La chasse, l'idéal. Pour Phèdre, il est cet objet froid, fermé, qui attire précisément parce qu'il est hors de portée. Il est cela qui va la tuer. Un sujet qui ne désire pas est une violence pour celui ou celle qui aime. Un sujet qui ne désire pas est une violence pour celui ou celle qui aime. Il est l'objet par excellence, ce qui cause le désir par son absence même de désir. Quatrièmement, la haine de soi. Chez Phèdre, l'amour est inséparable de la honte. Elle veut à la fois révéler et dissimuler son désir de son beau-fils. Elle accuse Hippolyte pour échapper à sa propre culpabilité. Mais elle sait, je suis l'infâme. L'infâme. Le désir féminin ici se retourne contre le sujet, jusqu'à la mort. Phèdre se tue, se suicide pour remettre la loi à sa place. C'est une tentative de rendre à Thésée la maîtrise symbolique qu'elle a ébranlée. Elle veut mourir en parlant vrai pour rétablir le symbolique. Une sorte de réparation par la parole. Enfin, 5, le réel du sexe.
Phèdre montre ce que Lacan désigne, il n'y a pas de rapport sexuel. Le corps de l'autre est toujours de trop, ou toujours manquant, ou de trop, ou toujours manquant. Le sexe ne fait pas lien, il fait trou. Phèdre touche le réel du sexe et elle s'y brûle. Voilà. J'ai aucune notion de l'heure. Ça va, il n'est pas trop tard. 9h15. Ouais. Mais voilà, cette série d'amour que la culture, que l'histoire occidentale a retenue, que ce soit chez Shakespeare, que ce soit chez les Latins, chez les Grecs, chez les Français, que ce soit l'époque médiévale. Voilà, on en fera encore un tout petit peu la prochaine fois en janvier, mais je parcours avec vous une série d'amours absolument entrés dans la culture définitivement, qui sont toujours des amours malheureuses, qui sont des amours passion, qui jouent avec la loi du symbolique, la loi du père, le nom du père, et qui sont des fois plus fortes que la loi, qui sont des fois moins fortes, qui foutent tout le pays en l'air, ça dérange toute la société, et on ira plus loin après. Mais pour l'instant, on arpente ces quelques Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard, Lancelot du Lac et Guenièvre, Didon et Aîné, Phèdre et Hippolyte. Et avant, on a parlé d'un couple homosexuel, ce qui ne change rien à la question du couple et à la question de l'amour, bien sûr. C'est ce que je voulais vous dire. Ça ne change rien, la question du sexe ou du genre, dont on nous rabat les oreilles. Ça ne change rien, il s'agit de l'amour. Voilà. Donc, l'amour-passion est également aussi douloureux, aussi souffrant dans cette question du couple Patrocle-Achille. Ça vous laisse quoi? Dans tous ces couples, c'est Héloïse et Abélard dont on est sûr qu'ils ont existé. Les autres, euh, ça part toujours d'une réalité quand même. Oui, c'est vrai que Roméo et Juliette, c'est quand même purement de la tête de Shakespeare. hmm. Mais c'est souvent venu ramasser des réalités en une seule histoire, romanesque ou poétique, qui faisait dans l'esprit du temps et dans la société du temps qui faisait sens. S'il n'y avait pas eu la haine de ces deux familles euh, pour Roméo et Juliette, il n'y aurait pas eu le désir de ces adolescents. C'est ce qui est dit dans le texte, c'est parce qu'il y a eu cette haine que les deux adolescents qui ont 15 et 17 ans, je crois, se sont plongés dans un amour absolu, qui voulait refaire le monde en quelque sorte. Refaire le monde par cet amour. Et c'est pas possible. Abélard, Héloïse et Abélard, c'est un homme mûr qui est un intellectuel, et c'est une jeune fille de 16 ans, et la société ne supporte pas cet amour. Et va vraiment, l'oncle de la jeune fille va castrer, va couper le sexe, etc., d'Abélard, qui va la castrer réellement. Et là, après, ça va se déporter. C'est formidable pour nous. Ça va se déporter du côté du langage, du côté de la lettre, des lettres, d'une relation épistolaire. Un amour qui se sublime dans les lettres. Ouais, qui devient éternel comme ça. Oui, oui. À côté de chez moi, il y a encore un petit square qui s'appelle, dans la rue du Noir, qui s'appelle le square Héloïse et Abélard, vous voyez, en 2025. Ouais, oui. Hmm. L'amour, c'est éternel, si je puis dire.
Il y a des statues d'Héloïse et Abélard à Melun. À Melun, Ouais, ils sont en statue devant une médiathèque, ouais. d'accord. Ouais, Et ouais. Roméo et Devant la Juliette. médiathèque Astrolabe, Ah qui est le oui, nom de leur enfant, si je me trompe pas. oui, Ouais. Mm. d'accord. Et Lancelot et Guenièvre, ça fait quand même péter la table ronde. Les chevaliers de la table ronde, tous disloquent. Et on ne peut plus aller chercher le Graal à cause de cet amour qui n'est pas acceptable par la société. Mais tout amour n'est pas acceptable par la société, n'est pas acceptable par la morale. La morale, la morale conjugale, bien sûr, mais la morale des familles. Exemple, Roméo et Juliette, la morale de la société. L'éthique politique aussi. Aucune des morales n'accepte cette histoire de l'amour qui est toujours ravageur. Que cet amour soit heureux ou malheureux, il est toujours ravageur. Et il suscite la jalousie. Les deux, euh, Iseult, là, Iseult, la blonde, et Iseult au blanchemin. Iseult, la blonde, il a une relation avec Iseult, et puis il finit par épouser une Iseult, la blanche, au blanchemin, parce que tout simplement, c'est ça le signifiant, c'est tout simplement, il ne l'aime pas au fond. Tout simplement parce qu'elle porte le même prénom que son aimé, que Iseult, Iseult, la blonde, voilà. Mais ça n'arrête pas leur amour. Et donc, Iseult au blanchemin, bien sûr, c'est normal, elle va se venger. Elle va se venger. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu vois à l'horizon? Tu vois combien de bateaux aux voiles blanches? Non, les deux amants avaient dit, si je viens, j'aurai des voiles blanches. Et il dit non, je vois des voiles noires, la salope. Mais la salope qui défend son amour. Il dit non, c'est des voiles noires. Bon, ben, il se tue. Et puis après, elle va se tuer sur son amant, le corps de son amant. C'est tragique, l'amour, tout le temps. Tragique. C'est ça que la culture veut dire. C'est tragique parce que ça dérange la loi. Ça dérange la loi du père, ça dérange la loi du maître, ça dérange la loi du roi, de la société, ça dérange la loi du couple légalement marié, etc. Ça dérange tout le temps. Ça dérange, mais il faut l'écrire des traits d'union range. Ça défait ce qui était rangé. Mais souvent, c'est comme la psychanalyse. Ça dérange aussi la psychanalyse, parce que le sujet qui arrive en analyse, ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a dans sa vie, quand on y regarde de près, très rapidement, c'est rangé, mais c'est pas très bien rangé. C'est rangé un peu de guingois, un peu de travers. Et donc ça dérange. Ça dérange pour le ranger autrement. C'est ça une Ça, en analyse. fait, ça déconstruit, quoi. Ça Oui, mais déconstruit un peu. voilà, ce qui est bancal, ce qui est mal construit. Mais en fait, ça me fait penser tout le long, j'avais Antigone en tête, quoi. Tout le long, j'avais l'image d'Antigone, justement, qui est dans cet au-delà, à un moment donné, de l'ordre qui est Oui, établi à un moment. Alors, parce oui. que oui, l'amour va toujours plus loin avec sa singularité, et comme s'il y avait une éthique au-delà, en fait, de toute règle, en fait. Bon, ça me faisait Alors, penser à ça. Antigone, c'est l'amour pour son frère, mais à Oui, travers mais ça, c'est le respect de la tradition, de l'éthique, de la religion oui. que ne respecte pas Créon. Elle est Mm, prête à donner sa vie, ce qu'elle va faire. D'ailleurs, quand on dit qu'elle est enterrée vive, c'est ça. mm. Hein. Elle sacrifie sa vie pour que la loi, alors là c'est le contraire, c'est la loi symbolique, soit respectée. Alors que Créon est une ordure qui ne respecte pas la loi de la cité. On doit enterrer, ses morts. Et elle va la nuit gratter la terre pour enterrer, elle se fait piquer, d'accord? Donc elle est punie, mais elle s'en fout. Elle s'en fout, Antigone. Elle accepte, elle sait très bien que si elle enterre son frère, si elle gratte la terre, elle va se faire enterrer vive, elle va se faire emmurer vive, elle va mourir. Mais elle accepte. Cet amour pour Bien le frère sûr, est plus fort. mais là, c'est comme si, en fait, chaque amour, dans sa singularité, revendiquait une éthique unique de la particularité de son amour. C'est en ça que je dis ça. Je sais bien que Antigone, c'est autre chose. Elle vient comme incarner une loi au-delà des lois de. Mais Oui, c'est comme si l'amour, à chaque fois, enfin,
dans sa folie même, venait chercher comment dire, une revendication hors loi, mais qui serait sa propre loi de cet amour-là. Enfin, bon, bref, je sais pas si je me fais Oui, bien oui, oui, comprendre. non, bon, non, je crois que tout le monde entend bien. Oui, 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 je suis d'accord. Oui, 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 oui. C'est pour ça que cette Mm. année, on a pris le thème de l'amour. C'est un drôle de truc, l'amour. Mm. C'est pas une promenade de santé. Mm. Et c'est pas non plus que du malheur. C'est très compliqué. Ça dépend dans quel contexte, ça dépend par rapport à quelle loi symbolique, ça Mm. dépend par rapport à quelle éthique. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est comme s'il préparait une sorte de révolution à chaque fois, quelque part. Mm. Ah oui, oui, oui. Mm. Dans tous les exemples là. L'amour qui n'a jamais, jamais connu de loi, comme dans la chanson. Oui, L'amour oui. est enfant de bohème, quoi. Voilà. Voilà, n'a jamais connu de loi. Toujours Toutes hors les loi. lois, l'amour renverse toutes les lois. Mm. À bon escient, mauvais escient, on peut critiquer, mais voilà, c'est plus fort que tout. Et c'est pour ça que très proche de l'amour, il y a la mort, forcément. Et ça se termine souvent dans la mort. Soit par assassinat de l'autre, ou par l'État, ou soit par suicide. C'est le cas que je viens de vous citer. Par suicide, oui, parce que c'est impossible. Et c'est pas forcément partagé. Je suis en train de réfléchir en ce moment avec vous, d'ailleurs. Euh, Lacan dit, je vous l'ai dit au début de ce séminaire, Lacan dit toujours, il dira toute sa vie, l'amour c'est réciproque. Ben, j'en sais rien. On rencontre dans la clinique, et dans la clinique à travers les textes aussi, c'est pas la peine de prendre des gens réels, on rend compte que, est-ce que c'est vraiment partagé? Non, non, là, il y a des exemples où c'est pas partagé. Hein. Ah, Didon et Aîné, c'est pas partagé. Hein. Phèdre et Hippolyte non plus, c'est pas partagé. Si l'un peut aimer passionnément, d'un amour authentique, pour parler comme Freud, mais l'autre non. Non, c'est catastrophique. Et c'est Et souvent le. est-ce que c'est pas à l'endroit du justement du féminin, enfin, à l'endroit du féminin justement avec ce patou inscrit dans quelque chose du côté du phallique. Enfin, est-ce que c'est pas à cet endroit-là justement qu'à chaque fois ça part dans la tragédie et dans le. Ah, oui, il y a quelque chose comme ça, oui, parce que du côté Mm. féminin, du côté masculin, c'est pas la même chose. Si on se Mm. réfère à Lacan, oui, la jouissance féminine n'est pas la même, elle est double, et que masculine, elle est purement phallique, quoique, par exemple, quand même, Abélard, on lui coupe le zizi, mais quand même, ça continue par des lettres. Et leur amour réciproque continue par des lettres. Ça continue dans le symbolique, ça continue dans le langage. C'est un exemple encore différent. Bien sûr, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de consommation sexuelle physique des corps, mais ça continue par le langage. C'est-à-dire que le désir est toujours là à travers cet amour lettré par les lettres. Donc, on a déjà ce soir plusieurs exemples de choses qui ne sont pas du tout pas les mêmes, hein, mais toujours tragiques. Reprenez, si c'est enregistré, reprenez ce que j'ai dit. Et jamais refusé non plus à la fin de l'année, pour ceux qui le veulent, que je leur transmette mes notes écrites. Quand on me le demande, je l'ai toujours donné. C'est des fois plus facile de lire les notes écrites aussi. Donc tout est possible, mais j'espère que ça vous a quand même intéressé ce soir. Il y aura encore, Très je ne sais pas intéressant. combien, deux, trois exemples encore de la littérature avant de passer à Freud, voilà, Freud, d'accord, la psychanalyse. C'est pour vous montrer tout simplement, mais il y en a plein d'autres. C'est pour prendre des cas énormes de la littérature, des arts, de l'histoire culturelle.
culturelle occidentale, voilà, ce qu'on appelle oui, l'Occident. Mais on peut aller en Orient, on devrait pouvoir, n'est-ce pas, madame, aller en Iran, on trouverait un tas de grandes amours développées dans des poésies formidables, Exact. reconnues dans le monde entier comme une littérature extraordinaire de l'amour. Littérature de l'amour, c'est l'Occident, mais c'est aussi l'Iran, par exemple. Voilà deux grands pays où la littérature amoureuse a été développée dans des formes poétiques, reconnues sur toute la planète. Bon, quelle heure est-il? Ben, je veux bien qu'on parle un peu, mais on a peut-être d'autres choses à faire dans la soirée. Oui, Ne vous affolez pas, laissez-vous entraîner, réécoutez, je veux bien aussi vous envoyer les notes, réécoutez, laissez-vous porter par le séminaire. On n'est que la deuxième séance, il y en a 8. Vous pourrez me critiquer, me condamner à la huitième, mais pas avant. Attendez, il y a un tas de choses qui vont suivre après, Freud, etc. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini cette histoire de l'amour. On va se mettre dans les coordonnées psychanalytiques encore plus rigoureusement. Là, c'est la culture. La culture, oui, c'est ça. C'est intéressant justement parce que c'est la culture, c'est-à-dire c'est précisément Voilà. ce qui en ce moment est mis quand même très largement en arrière-plan. Donc Ouais. c'est dense. Voilà, moi je réagis pas tout de suite ou je rebondis pas. Il y a des choses que j'ai prises, mais parce que Oui, c'est très dense, mais ça fait du bien d'entendre de la culture. mais oui, mais même un simple dictionnaire, c'est normal. Un simple dictionnaire, allez voir le couple Achille et Patrocle. En quelques lignes, vous verrez des choses. Allez voir le couple Tristan-Iseut. Allez voir Roméo et Juliette, mais ça tout le monde connaît, je pense. Allez voir Héloïse et Abélard, qu'on connaît moins. Allez voir Lancelot d'Oulac et Guenièvre, Didon et Aîné, Phèdre et Hippolyte. Phèdre, même la pièce de Racine, pour la relire, c'est une superbe langue. Allez voir ça, allez parcourir ça, vous verrez qu'il y a vraiment matière, justement, dans le siècle d'aujourd'hui, la culture, on crache dessus. On a vraiment tort, parce que tout a été dit, tout a été mis en scène, tout a été étudié. Avant la psychanalyse, tout a été étudié de l'amour, les sentiments, etc. De l'amour, de la haine, de l'ignorance, bien sûr. Mais on va y venir progressivement. Simplement, la remarque que je voulais vous faire, c'était ça. Je suis plus, je suis freudien et je suis lacanien, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que ce que répète Lacan toute sa vie, hein, jusqu'au bout, toute sa vie, il répète que l'amour, c'est réciproque. Je ne suis pas sûr. Il y a des gens qui aiment et en face, il n'y a rien, ou des fois plus rien, ou des fois pas encore. Mais il est seul, ou elle est seule. Elle est seule, d'un amour authentique, d'un amour très fort, passion, mais en face, on a envie de dire, mais il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face, c'est pas réciproque. Je comprends ce que vous voulez dire. En fait, la réciprocité, finalement, c'est un mirage, c'est un fantasme. L'amour, oui, bien sûr. L'amour est imaginaire avant tout, oui, et narcissique, bien sûr. Ce qu'on aime, c'est un bout de soi dans l'autre. C'est pour ça que la réciprocité est un mirage également. Oui, 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 en quelque sorte, oui, oui. Mais comme la deuxième partie de l'œuvre de Lacan, il n'y a plus d'intersubjectivité à partir du séminaire Le Transfert, justement, au début de 60-61. Quand il n'y a plus d'intersubjectivité, il n'y a plus de rapport sexuel non plus. Après, ça ne passe pas entre un sujet et un autre. Quand un Hmm. sujet fait l'amour, il fait avec son propre corps. Si je puis dire, il ne fait pas avec le corps de l'autre, il n'atteint pas le corps de l'autre. Voilà, c'est complètement narcissique. On fait l'amour avec son fantasme, en quelque sorte, pas avec le Hmm. corps de l'autre. Donc, c'est normal qu'au niveau de l'amour, ce soit la même chose, si vous voulez. Hmm. Voilà. Ça ne soit pas forcément réciproque. Je ne sais pas pourquoi il a maintenu ça tout le temps. Peut-être que c'était son fantasme. Je ne vais pas demander à Jacques Alain Miller parce qu'il aura la réponse.
Jamais vu Jacques Amina qui n'avait pas la réponse. Et moi, j'ai pas la réponse. Voilà. Donc, faut qu'on reste où il n'y a pas la réponse. Il faut qu'on voit pourquoi Lacan dit ça. Et Peut-être pour des l'envers de raisons. l'amour, hein. L'envers de Comme- l'amour, du coup, c'est la haine. Du coup, je me suis toujours dit que, enfin, c'est pas, du coup, c'est la même chose, en fait. Enfin, c'est l'énamoration. Et du coup, ça serait du côté, pour moi, en fait, parce que j'essaye de me représenter aussi cette chose depuis un petit moment. Ce qui ne serait pas du côté de l'énamoration, ça serait du côté juste de l'indifférence. Parce que disant, sinon, si c'est son envers, c'est la haine, et finalement, c'est de l'amour renversé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je me suis toujours dit que finalement, ce qui n'était pas l'amour ou la haine, puisque c'est l'envers de la même chose, est-ce que c'est pas du coup l'indifférence? C'est pas l'indifférence, c'est ce que Lacan a introduit dans la psychanalyse au titre de l'une des trois passions de l'être, comme il dit. Il y a une des trois passions de l'être. L'amour, la haine, c'est la même chose à l'envers, et l'ignorance, qu'est-ce que vous venez d'appeler, comment vous avez dit? L'indifférence. Voilà, mais c'est pas l'indifférence, c'est l'ignorance. Oui, alors ça, j'en ai bien Ça revient au conscience, mais même, du vous me coup, direz, mais est-ce c'est que ça, c'est l'indifférence aurait l'ignorance. quelque chose à voir avec Voilà, l'ignorance? c'est là, chez Freud, la belle indifférente, c'est l'hystérique Hmm. qui est dans ce jeu-là. Comme c'est Et quoi? est-ce que c'est fait de l'ignorance, cette indifférence? Ou c'est juste, c'est du côté de la fuite, enfin de l'évitement, quoi. Cette ignorance, c'est une passion, hein. Passion de Hmm. l'ignorance, est-ce qu'elle est faite de... C'est une passion déjà. Quand la jeune homosexuelle qui arrête son analyse avec Lacan, Lacan lui explique ce qu'est la psychanalyse, etc. Oh, elle dit oui, oui, c'est très intéressant. Comme une dame du monde avec son face à main qui. C'est très intéressant ce que vous me dites. C'est-à-dire, je m'en fous complètement, quoi. Cause toujours, tu ne m'intéresses pas. Ignorance. Je veux rester dans l'ignorance. Comme beaucoup de gens vis-à-vis de la psychanalyse, mais qui virent souvent à la haine. Mais l'ignorance, il fallait bien introduire l'ignorance comme a fait Lacan. Alors, est-ce que cette ignorance, c'est l'indifférence? Est-ce que c'est l'indifférence, la belle indifférence de l'hystérie? Je ne sais pas, là, il faut réfléchir. En tous les cas, c'est une passion, l'ignorance, qu'il faut bien ajouter aux deux passions que sont l'amour et la haine. L'ignorance. Il y a des gens, vous pouvez les aimer ou les haïr, mais ils vous ignorent. C'est comme ça. Alors, est-ce que c'est de l'indifférence? Je ne sais pas. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Est-ce qu'il y a une équivalence ignorance, indifférence? Non, pas forcément, mais il me semble que l'ignorance a à voir avec le je n'en veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Je n'en veux rien Qui savoir. parle là, s'il vous Là, plaît? Qui là, parle? Ah oui, Madame Svetosavsky. Zilosavski, d'accord, Oui, d'accord. Oui, allez-y, dites votre phrase là. oui, non, l'ignorance, est-ce que ça n'a pas à voir avec le je n'en veux rien savoir? À savoir, L'ignorance, il me c'est semble le que jeu ça, de l'ignorance. Lacan, oui, oui, il le disait comme l'ignorance. ça. Je n'en veux rien savoir. Je n'en veux rien savoir. C'était la question du transfert chez Freud pendant 10 ans, chez Lacan aussi. Il a dit, je d'abord la question du transfert que maintenant, en 60, et pourtant il Ouais, travaille depuis 1935, 38 et surtout 40. Il dit, c'est parce que je n'en veux rien savoir, je ne voulais rien ouais, savoir. L'ignorance, c'est je ne veux rien savoir. ouais. L'hystérique de Freud ne voulait rien savoir de la psychanalyse, parce que la psychanalyse interrogeait un peu son fantasme lesbien pour la baronne von Puttmacher. Oui, oui, l'indifférence. Non, c'est Non, autre chose. non, c'est du côté de la passion, l'ignorance. C'est pas une indifférence comme ça. Ouais, ouais. Ah non, Non. c'est une passion, c'est actif. Ah oui. Les gens, quand ils veulent rien savoir de la psychanalyse, c'est très actif. Regardez tous les détracteurs. Ils veulent rien en savoir, mais ils sont actifs, ils sont haineux. Ils reviennent Ah de oui, l'ignorance à la haine, ah oui. à répéter toujours les mêmes stupidités, basées soi-disant sur la science, en fin de compte sur le scientisme. On a beau d'ailleurs, même des chercheurs de chez eux, ont beau leur montrer des recherches scientifiques qui contredisent ce qu'ils disent, ça fait rien. Ils vont répéter les mêmes stupidités. Si ce n'est pas une passion, c'est une passion de l'ignorance.
eux qui se réclament de la science. Voilà, mais vous voyez, on y viendra à cette trilogie amour, haine et ignorance, parce qu'elle est très heuristique. Heuristique, ça veut dire qui produit du savoir. Entre nous, ça produit beaucoup de savoir. Il fallait ajouter cette troisième passion. L'amour et la haine, on s'en sort pas. C'est l'amour, puis la haine, puis la haine, puis l'amour. Non, on s'en sort pas, l'une étant l'envers de l'autre. Et comme disait Lacan, l'amour et la haine, ce sont des carrières sans limite, ça ne s'arrête pas, surtout la haine. Il disait surtout la haine. Parce que l'amour, ça s'arrête des fois quand l'autre est mort, et encore. Mais la haine, ça continue. Regardez la haine d'Achille pour venger Patrocle. Il tue Hector, il le traîne dans la poussière, si vous regardez un peu le texte. Il le traîne dans la poussière, il le démantibule. Voilà, c'est l'acharnement qui n'a pas lieu d'être. Il est mort, c'est pas la peine d'arrêter de le mettre dans la poussière et de le démantibuler. Il est mort. Mais non, cette haine, elle ne s'arrête pas. Cette passion. Donc aujourd'hui, une troisième passion qui s'appelle l'ignorance, qui ne s'arrête pas pour la psychanalyse. On ne peut pas l'arrêter. Il faut faire autrement autre chose. C'est pas ce qu'on va faire. Il faut faire autrement. On ne peut pas l'arrêter. Là, ce fondamental a avancé des travaux scientifiques pour démontrer que si on fait du fondamental, si on fait des centres psychiatriques experts, ça va faire gagner de l'argent à l'État, basé sur des études dites scientifiques. Un autre scientifique a été refaire les mêmes études et a remarqué que ça ne prouve rien du tout. C'est un mensonge. Mais ça ne fait rien, ça continue. On continue à dire que ça va faire des économies à l'État. Vous voyez, quoi qu'on fasse, ça continue. C'est ça, cette passion de l'ignorance. Elle est peut-être, comme le disait Lacan lui-même, d'ailleurs on y viendra, elle est peut-être plus redoutable que les deux premières. Bon, l'amour, on aime moins, on n'aime plus. Bon, la haine, bon, voilà, on tue l'autre, on traîne dans la boue, mais quand, au bout d'un moment, voilà, c'est un petit tas de qu'est-ce qu'on en fait? Bon, est-ce que l'ignorance, ça c'est costaud, l'ignorance. Ça, c'est costaud. Bon, voilà, peut-être que pour ce soir, vous devez en avoir un peu marre, non? Il y a beaucoup de choses déjà, alors. Il y a beaucoup de choses, hein? Ben oui. Ben oui. Ben, c'est bien. Oui, c'est bien. Il y a Mais du grain à moudre. il faut digérer. Oui, il y a un os à ronger, là. Ah oui, ça dérange. Ah oui, ça dérange, ça déronge, ça ronge et ça déronge. Ça déroge aussi. Oui. On continue en janvier. Merci beaucoup. 8 Oui, je janvier. crois. Alors, oui. C'est le 8 janvier, je crois, c'est ça? 8 janvier. Oui. D'accord, Ah oui, 8 janvier. d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir supporté. Merci. Absolument pas. Merci pour le partage et pour le travail. D'accord, et bonne fin d'année à tout le monde. Bonne fête de fin Merci d'année. de même. Merci. Entendu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.